1, 2, 1, 2. Magnifique. Ok, hop, je mets ma présentation. Magnifique. Eh bien, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler évidemment d'un sujet extrêmement sérieux, un sujet qui nous touche beaucoup, le chômage. En particulier, le chômage, c'est du coup un sujet qui me touche très à cœur parce que c'est un sujet même qui concerne toutes les promotions, comme on a pu le constater notamment sur les serveurs Discord, c'est-à-dire que, hop, salon 2, magnifique. Si on va sur les salons Discord, approximativement toutes les promotions ont un salon qui s'appelle le chômage, sur lequel les gens comptent vers le haut. Sauf qu'il y a différentes philosophies de vie là-dessus et différentes problématiques de sécurité, différentes problématiques humaines là-dedans, et notamment, on a pu voir des variantes sur les manières de chômer. Nous avons la variante classique, celle qui consiste à compter vers le haut, et nous avons, selon moi, la variante un peu plus intelligente, qui est, alors est-ce qu'il y a le serveur 2028 ici, et maintenant on va dans le chômage du 2028 ici, qui est 223. Donc là, on peut évidemment peser le pour et le contre de ces deux manières de chômer. Selon moi, selon moi, on voit évidemment une problématique inaliénable dans le schéma traditionnel de gauche, qui est que, si jamais ça veut bien avancer à la slide suivante, non, ça ne veut pas, dommage, je ne sais pas comment fonctionne un PowerPoint, si c'est là, magnifique, qui est que là, clairement, on a un problème de fil de mémoire, c'est-à-dire qu'on a des nombres qui grossissent sans limite, alors que d'un autre côté, on a la nouvelle révolution, où nous avons un contrôle de mémoire, nous avons eu un OM kill directement à partir d'un certain stade quand les nombres devenaient trop dangereux, quelque chose de contrôlé, de stable, de sûr, bref, quelque chose de bien meilleur selon moi. D'ailleurs, on dit chiffré et pas crypté en français. Et du coup, à ce sujet, le Salon 2030, dès que ce serveur a été créé, nous avons eu de nouvelles méthodes de chômage, sauf que certains résistants au progrès ont inventé un magnifique bot Discord, et je vous invite même à rejoindre le serveur 2030 pour participer à cette petite expérience avec moi. Un bot Discord qui t'oblige à compter vers le haut et approuve ton message automatiquement lorsque ton message est bien le message suivant. Et si jamais tu mets un message qui n'est pas le bon message, tu te fais instantanément supprimer ton message et mute pendant 5 minutes. Donc évidemment, je vais vous montrer toutes les manières de le contourner. Méthode numéro 1. Certains savent peut-être qu'il y a des petites dingueries dans Discord qui permettent de faire complètement planter le parseur de messages. Notamment, comment fonctionne Discord? Ceci vous permet de taper du markdown. Vous savez très bien que vous pouvez taper par exemple des spoilers, des messages en gras avec des balises, je vais mettre un peu plus zoomé, des balises comme par exemple si vous mettez 2 barres obliques, puis du texte, puis 2 barres obliques, le texte apparaîtra en spoiler. Il faut cliquer dessus pour le voir apparaître. Je vais aller dans un salon au pif, comme par exemple un salon où je me discute avec moi-même parce que je n'ai très peu d'amis. Ici, si jamais, donc vous voyez beaucoup de tests au-dessus. Si vous mettez du texte à l'intérieur, il apparaît comme ceci. Maintenant, que se passe-t-il si jamais vous allez par exemple chercher un caractère qui a une taille de 0, comme par exemple 0 space, et que vous envoyez ça en spoiler? À votre avis, que se passe-t-il? Donc ici, j'envoie, hop, ce caractère, on ne le voit pas en spoiler. Que va-t-il apparaître? Strictement rien. Et par strictement rien, j'entends, il n'y a même pas quoi que ce soit pour cliquer dessus. Donc ça permet déjà d'envoyer des choses invisibles. Il se trouve que si on regarde les sources, le code source du bot du 2030, il y a un petit peu pensé parce qu'il a envoyé le fait que si tu envoies quelque chose en spoiler avec une regex, ceci est complètement dégagé dans l'évaluation du nombre que tu envoies. Donc ça permet par exemple d'envoyer des messages entre spoilers pour discuter avec le nombre à côté, ça continue à compter et tu peux discuter en même temps. C'est trop bien. Maintenant, le parseur Discord est bien fait. Et du coup, il a des mécanismes de sécurité. Par exemple, si on ouvrons Python, on va faire quelque chose que le parseur Discord va adorer. Si jamais je prends une variable qui prend 2 barres obliques, pas mal de caractères invisibles, 2 barres obliques, qu'on fait ça fois, je sais pas, 250. Printer. Attends, je sais pas s'il a bien été pris, dans le doute. C'est ça le problème avec les caractères invisibles, c'est que c'est quand même dur d'être sûr qu'ils sont là. Hop, fois. Guillemets, fois 250. C'est facile, longueur de T, 2000, ouais, 4 fois 250,
ça fait pas 2000. Donc on est bon, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Nickel. Donc maintenant, si on prend ce message, je m'attendrai à ce qu'il affiche un peu bizarre. Hop, qu'on le copie et qu'on l'envoie. Là, vous voyez qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre qui commence à arriver dans la boîte du parseur. C'est qu'il y a tous les spoilers qui sont traités correctement jusqu'à un moment où il l'abandonne. Et par il l'abandonne, j'entends t'envoies du texte après en mode bonjour, ce texte a des pop. Là, le texte, il a commencé à parser, c'est-à-dire que le message, il est là. Si on rajoute du texte en mode bonjour ici, il l'envoie. Puis après, il envoie tous les spoilers. Puis au bout d'un moment, il l'abandonne et le reste du message, il le fait pas. C'est évidemment une feature de sécurité qui permet d'éviter de faire laguer le parseur ou quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est un langage très complexe à parser, le MD5. Pardon, le MD5, le Markdown. Du coup, évidemment, on va s'en servir. Comment s'en servir? Très bien. Première méthode. Donc, le nombre attendu après, c'est censé être 1622. Bon, voilà, seulement on fait des maths. Donc, de tête, j'ai envie d'envoyer 1623. Il faut que je rajoute 1400. OK, hop, machin, plus 1400. Félicitations! Premier bypass passé, nous avons un 223 d'envoyé. Maintenant, je vais avoir besoin de votre aide parce que je ne peux pas envoyer 2 messages consécutifs. Donc, il faut que quelqu'un envoie 1624 dans le salon. Peu importe qui. En attendant, évidemment, la première fois que j'ai envoyé ça, l'administrateur du Discord en question et du bot l'a évidemment vu. Et il a appliqué un patch, évidemment. Juste là, j'ai besoin de ma clé SSH. Bon, remarque, la flemme. Juste, on va admettre que le patch est passé. Tac, on va aller directement sur le GitHub parce que c'était public, merci beaucoup. Tac, donc je vais revenir dans l'historique à peu près où est-ce que c'était à ce moment-là. Oui, il y a eu beaucoup de commits, donc vous vous doutez que probablement 50% de ces commits sont de ma faute. On est où? On a commencé par ici. Paf, premier fixe envoyé. Tu n'as pas le droit d'envoyer un 0 EM space, sinon ton message est évidemment ratio. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, premier fixe qui a été envoyé, désolé, tu n'as plus le droit d'envoyer de 0 EM space. Du coup, je vous demande, oh là là, que va-t-on donc faire si on n'a pas le droit au 0 EM space? Alors, un tab, ça marcherait, mais ce serait extrêmement visible parce que du coup, ça a une certaine longueur. Non, mais par contre, si on regarde du coup 0,8, enfin, 0,8 space, est-ce qu'il n'y en a pas? Ou même si on regarde juste la liste des espaces en Unicode, hein, space Unicode. Est-ce qu'il n'y a pas une liste Unicode space, tiens, hop, longueur. Or, le séparateur de voyelles mongolien. Magnifique, mongolien, vowel separator. On refait exactement la même chose avec un séparateur de voyelles mongolien à la place d'un espace de taille 0. Et plot twist, je pense que vous vous doutez de ce qui va se passer. Hein, Python, t égale à tac, 2 barres obliques, 1, 2, 3. Ah, lui, il apparaît, tiens. Tac, 2 barres obliques, guillemets, fois 250. Il est où 5? Là. 2 fois 50, paf. S'il te plaît, de moitié. Magnifique. Tac, tac, tac. Pouf. Évidemment, je sais très bien compter. Du coup, 1402. Tac, pouf. J'en ai pas mis assez? Non, un peu plus. Plus 1402. Ah. À partir du moment où il y a les barres qui sont plus parsées, c'est à partir de là que de toute manière il a abandonné. Ah merde, par contre là, bon, j'ai très peu de chance d'avoir pile un nombre pair, une chance sur 4. Une chance sur 4 que j'ai pas mis le 1402, ouais. Une chance sur 4 d'avoir mis le bon nombre de barres obliques. Non, ouais, j'ai pas envie de prendre J'aime bien gambling, mais vas-y, je vais juste prendre depuis là. Hop, là je sais que j'ai un nombre multiple de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je suppose. Raté. Bon, supposons que j'avais fait un nombre correct modulo 4 d'espace, trust, ce serait passé. Du coup, à ce sujet, évidemment, commit suivant pour empêcher cette malfonction. Désolé, tu n'as plus le droit d'utiliser, si jamais je split ton message sur les barres obliques, pas le droit d'en avoir plus de 100. Donc maintenant, c'est quel dommage, je n'ai plus le droit d'avoir plus de 100 barres obliques. Bon, maintenant, vous notez, est-ce que c'est vraiment un problème? Parce que, comme je disais, le problème, c'était la complexité apportée par le Markdown. Donc, ça inclut, du coup, les barres obliques. Mais en soi, si jamais
on prend des exemples, et cette fois-ci j'ai un peu la flemme, je vais juste directement, j'en avais des listes, hop, paf, j'ai quelques listes par ici. Si on prend par exemple, donc voilà, bon lui c'est avec les espaces mongoliens, je vais foirer. Si on prend ceci par exemple, donc cette fois-ci on n'a plus que 25 spoilers, mais dans chaque spoiler j'ai des espaces de taille 0 en gras, peut-être, je sais pas, moi-même j'arrive pas à partir. Je comprends pourquoi Discord, le parseur de Discord abandonne, parce que moi aussi j'ai pas envie de parser ça. Mais bref, en tout cas, on a clairement, on a juste des espaces du coup de taille 0 qui sont mis en gras. Donc le fait de mettre en gras quelque chose de taille 0, ça reste de taille 0, tu le mets en spoiler, c'est toujours de taille 0, donc le spoiler n'apparaît pas. Mais du coup ici on a la même chose, sauf qu'on essaye de faire paniquer le parseur de Discord avec des astérisques plutôt qu'avec juste des spoilers. Et du coup, c'est 1402, c'est ça. Et si on fait ça, c'est toujours invisible et ça passe. Commit suivant. Maintenant, qu'on n'a plus que du coup 100 taille de truc, on en était où nombre spoiler. Maintenant, cette fois-ci, il crée une fonction alternative. Et ici, du coup, évidemment, il y a clairement une typo parce qu'il m'interdisait le fait d'avoir 100 barres obliques et 100 barres obliques. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de passer sur comment on bypass ça. Ensuite, il affixe la typo. Pas le droit à 100 barres obliques et pas le droit à 100 astérix. Bon, là, vous me doutez, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Underscore, tout à fait. Je pense que j'ai même pas besoin de le montrer. Underscore, ça fait exactement la même chose. Donc, juste replace this space par des underscores et ça marche pas. Donc, évidemment, on voit le commit d'après, mais on n'a plus le droit aux underscores non plus. Maintenant, comment on fait? Les vaguelettes, ça peut marcher, mais ici, il y a beaucoup plus simple. Regardez bien le code. Trouvez l'erreur. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, le point virgule, il n'y est pas là. C'est un div qui a été supprimé, cette ligne-là. Il n'y est pas cette ligne-là. Trouvez l'erreur. Je vous donne... Oui? Non, mais juste trouver l'erreur dans ce code. Là, je vous dis que le premier payload que j'ai envoyé, sachez qu'il passe ça. Il n'y a rien besoin de changer. C'est des et, en effet. Donc là, notre input est considéré suspect si jamais le nombre de barres obliques est supérieur à 100 et que le nombre d'étoiles est supérieur à 100 et que les nombres d'underscore est supérieur à 100. Donc j'ai juste renvoyé les premières payloads et j'ai envoyé des 223 en plus. Next. Il en avait marre que je trouve toujours un truc différent. Du coup, finalement, il a fait OK, je balance tout ça. Bon, évidemment, tu l'as dit, la tilde, ça passe. Next. Next. Alors, où est-ce que c'était probablement là. Maintenant, bah, du coup, la tilde, elle était là. Et surtout, OK, plus le droit, plus de 1000 caractères. Bon, là, ça commençait à devenir un peu plus intriguant pour Cook. Mais vous savez quoi? Je vous montre la dernière monstruosité qui a fini par passer. Je vous présente voilà, le dernier combo que j'avais pu envoyer, qui fait tout juste 984 caractères et qui est pile à la limite pour que Discord plante, en utilisant juste moins de 100 spoilers, et du coup c'était juste avant qu'il limite les tildes. Depuis qu'il a envoyé, donc après, depuis qu'il a limité l'utilisation des tildes, j'ai continué à regarder notamment avec les URL, hein, parce que sachez qu'au bout d'un certain nombre de HTTP, entre parenthèses et avec des crochets, on peut continuer à faire planter le parseur Discord, mais ça dépassait les 1000 caractères, etc. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que du coup, là, il a commencé à sérieusement m'énerver, à toujours trouver un truc pour patcher mes manières d'envoyer 223. Du coup, j'ai finalement commencé par regarder, OK, le reste du code. C'est-à-dire que là, c'est très bien, mais... pour la partie suspecte, mais comment le bot fonctionne derrière? Eh bien, on regarde les événements. Lorsque quelqu'un envoie un message, parce que vous avez vu, on a le droit de faire des opérations. Du coup, comment c'est traité tout ça? Tac, on regarde, et évidemment, je suis... Non, non, c'est pas... non, non. Tu penses qu'il va juste faire un eval avec une bibliothèque douteuse? C'est où l'historique des comités? J'ai oublié. Là, je sais zoomer. Paf. Revenons à où est-ce qu'on en était. C'était où? C'était un peu plus loin. Tac, voilà. On a commencé ici. Paf. On disait, événement, que se passe-t-il lorsqu'on crée un message?
Paf, const parser est égal à require une bibliothèque douteuse pour évaluer des messages, tout à fait. Et évidemment, les messages passent là-dessus. Mais non, en vrai, c'est une bibliothèque qui avait, à ce jour-là, pas de CVE encore, et qui permettait justement d'évaluer des expressions. On va voir un peu comment fonctionne du coup cette bibliothèque. Faisons, tac, zoomons un petit peu, dire, c'est un très bon nom de dossier, magnifique. Paf. Hop, on va installer du coup exp-eval, qui est la bibliothèque qu'il a utilisée. Paf, et on va voir un peu comment ça fonctionne. vimtest.js. Donc, comment il l'utilise? Il faisait juste const parser est égal à require, ça s'appelait du coup exp-eval, dedans qui est un objet parser, et derrière, on fait juste, je sais pas, var test est égal à parser.evaluate, je sais pas, 1 plus 2, console.log-test, hop, 9% et 3. Voici comment fonctionne la lib. Donc, on va voir comment on peut nous s'amuser. Déjà, premier test, évidemment, est-ce qu'on a accès, genre, je sais pas, à global? Non, on n'a pas accès à global. Ça va pas être aussi simple. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas accès, on ne peut pas juste faire du JavaScript au pif là-dedans. Pourquoi on n'a pas accès à global? On pourrait peut-être regarder du coup exp-eval npm, à quoi ça ressemble à la bibliothèque. On va sur le truc, le GitHub, tac, et probablement un problème de scope. Hop, on va rechercher, c'est quoi ces slash? Oh, ça a l'air de marcher. Scope. Est-ce que là-dedans, comment il définit le scope? Oh oui, on a un scope. Donc nos scopes part de ceci, auquel il ajoute des values qui sont en réalité des fonctions mathématiques qu'on a le droit d'utiliser. Question, qu'est-ce que ceci en JavaScript? C'est un objet. Qu'est-ce qu'il y a dans cet objet? Perdu. Tout à fait. Si jamais on prend, je sais pas, t est égal à ceci, vous voyez que c'est un objet. Et vous voyez probablement aussi cette petite flèche sur la gauche qui incite un petit peu à étendre et voir que, oh, tiens, nous avons un prototype. Oh, tous ces trucs qu'on a, nous avons constructor, as own properties, proper type of, etc., etc. Bref, en JavaScript, tous les objets, c'est comme ça que fonctionne l'héritage en JavaScript. Lorsque un objet hérite d'une certaine classe, par exemple, lorsque je crée une string, les strings, c'est des objets. En JavaScript, tout est d'objet. Lorsque je prends un string, la string hérite de la classe, entre guillemets, string, mais en réalité, c'est, genre si je fais par exemple t, hop, voilà, t est une string. Si on fait t point, vous voyez qu'on a plein de trucs, plein de méthodes, et ces méthodes, elles viennent d'où? Elles viennent de son prototype. Ça veut dire que le prototype de t, c'est le prototype de la chaîne de caractères, et ceci indique que du coup, tout objet qui hérite de chaîne de caractères va hériter de tout ça. Donc tout ça, c'est immédiatement rajouté dans l'objet. Ce qui fait que du coup, si je fais objet.at, ça va trouver la fonction at, qui existe déjà dans le prototype de string. Et pareil, du coup, l'héritage, ça fait une arborescence. Ça veut dire que si je fais t. quelque chose, genre je fais t.toto, ça va chercher est-ce que toto existe dans t? Non. Du coup, je vais regarder dans t.prototype, j'arrive dans string, dans le prototype de string, est-ce que toto existe dans le prototype de string? Non. Du coup, je regarde dans le prototype du prototype de string, etc., etc., etc. Mais du coup, nous avons accès au prototype de, nous avons vraisemblablement accès au prototype de ceci, enfin de l'objet vide, donc au prototype de object, dans la lib. Alors, on peut vérifier, hein, si jamais je fais, je sais pas, constructor, par exemple, qui était dedans, tac, il existe. Donc voilà, on a accès à constructor, on a accès à hasOwnProperty, etc., etc. Notre objectif, du coup, c'est de créer du JavaScript arbitraire. Du coup, le plus rapide, ce serait d'avoir accès au constructeur de function. Pourquoi? Parce que le constructeur de function, c'est une petite dinguerie. Sachez que dans le JavaScript, si vous faites new function et ici, genre du code, dans le navigateur, vous faites ratio parce que c'est un minimum sécurisé. Dans Node, amusez-vous, hein, var test est égal à new function return 42. Hop, sachez que vous pouvez créer des fonctions comme ça. Hein. Hop, et si vous faites console.log, du coup, en appel à test, ça marche. Donc voilà, donc si on accède quand même au constructeur de function, on pourra mettre tout le code qu'on veut et on aura une exécution de code arbitraire. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire en sorte que le bot exécute le code qu'on veut. Donc voyons voir comment on y arrive. Du coup, depuis objet vide,
Donc ça veut dire que tout ce qui est là-dedans, on y a accès. On veut le constructeur de function. Donc déjà, on a besoin d'une fonction. Donc prenons par exemple constructor, qui est une fonction, ou toString. Peu importe, vas-y, prenons les constructeurs. Donc constructor est une fonction. Donc ceci est une fonction, évidemment JavaScript, une fonction est un objet. Donc une fonction a un prototype. Donc j'ai une fonction, le prototype de fonction, du coup là c'est le prototype en général de toutes les fonctions. Et du coup ici on trouve le constructeur de fonction. Donc en théorie, si jamais je vais chercher simplement du coup dans le parseur, je prends constructor, je prends son prototype, je vais chercher constructor. Normalement là j'ai le constructeur de n'importe quelle fonction. En pratique, je me fais ratio. Pourquoi? Parce que cette bibliothèque, le problème, c'est que mon bug se retourne contre moi. Pourquoi? Parce que là, c'est un parseur d'expression mathématique. Sauf que le constructeur, vu qu'il est, genre pour vérifier si un objet est un mot-clé, genre par exemple si c'est le mot-clé un plus, une opération ou une fonction mathématique, il va vérifier si jamais il est dans un objet qui contient tous les objets. Et prototype, cet objet, du coup, il a aussi constructeur à cause du exactement même bug. Mais ça, il y a un côté auquel on peut le contourner, c'est que typiquement, pour accéder à constructeur.proto, je peux faire c est égal à constructor, c.proto. Si je fais ça, déjà, ce truc-là, ça marche. D'ailleurs, pourquoi j'évalue? Juste test. Si je fais ça, paf. Là, j'ai le prototype des fonctions. C'est pas mal. Maintenant, dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué parce que je ne peux pas faire le même trick pour avoir proto.constructor. Là, on va faire un petit détour par le biais des descriptors. Est-ce que vous savez ce qu'est un descriptor en JavaScript? En gros, c'est ce qui permet, si on prend un objet, c'est ce qui va déterminer est-ce qu'un certain attribut, est-ce qu'il est accessible en écriture, est-ce qu'il est accessible en lecture, etc. Donc ça, c'est bien enregistré quelque part, c'est enregistré dans les fameux descriptors. Comment on y accède normalement? En fait, je vais dégager juste ça dans un autre truc, comme ça on a plus de place. Waouh, j'ai dégagé deux trucs dans... Bon, peu importe. J'ai rien compris ce qui vient de se passer sur mon écran. Si je prends object, vous avez par exemple le getOwnProperty descriptor, où je prends un objet, genre par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre, tiens, ceci, et je veux constructor. Donc là, il me donne le... ok, c'était une mauvaise idée parce que ce truc-là n'a pas directement de truc comme ça. Je peux prendre une chaîne. T est égal à... voilà, T c'est ça. Et maintenant, j'ai envie d'avoir pour T son constructeur. Je ne vais pas faire son constructeur, je vais faire genre toString. Ça marche ça? On va faire un objet plus simple, je vais plutôt faire des données. T est un objet où A vaut 42. Maintenant, s'il te plaît, j'ai envie que dans T, tu me donnes le descripteur de A. Merci. Donc là, ça me donne, ok, le fameux attribut 42, il est accessible en écriture, il est énumérable, il est configurable, tout ce que vous voulez. Mais du coup, ce qui m'intéresse, c'est que si jamais on va dans le property descriptor et qu'on cherche derrière la value, on obtient la valeur. Du coup, je vais juste utiliser ça pour détourner ici le fait de ne pas pouvoir faire point constructor. Je vais juste faire c. Du coup, j'avais dit quoi? getOwnProperty descriptor de c.proto, j'ai envie d'avoir constructor. Et là, évidemment, c'est pas la bonne truc. J'ai entendu le IA de C. Merci beaucoup. Tac. Hop. Et si je lance ça, ça n'a pas marché. Parce qu'il manque une parenthèse fermante. Tout à fait. Paf. Donc nous avons le descriptor du constructeur du prototype de constructor. Et si jamais on accède à... hop, si ce truc-là, vas-y, je l'enregistre, même trick, j'utilise dans R, et je cherche R.value, normalement, on a le constructeur d'une fonction. Donc maintenant, si je fais R.value et la chaîne de caractères return 42, enfin non, même plus simple, tiens, return global, comme ça on va pouvoir faire une première petite dinguerie. Je prends test qui est du coup une fonction, et je vais même directement l'évaluer là. Hein. On a accès à global. Nous venons d'échapper à la matrice. Donc sachez que ceci a été depuis une CVE 7.4, mais cette CVE n'existait pas il y a 6 mois, la première fois que je l'ai utilisée. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Si on a envie de s'amuser en JavaScript, vous savez probablement que la manière la plus simple, c'est faire un petit require. Ça s'appelle, comment ça s'appelle, child process. Et dans child process, on peut faire exec5 et ici, vous tapez des commandes et c'est équivalent d'un os.command dans Python. Genre là, ça permet juste d'exécuter du shell. Genre, je sais pas, j'ai envie de faire un petit allez, ID pour commencer, pour un toString. Tac. Ça marche juste si je fais comme ça. Console.log. Hop, ça marche. Donc voilà, ici comme ça permet d'exécuter une commande. Problème, évidemment, je ne peux pas juste require là-dedans, mais plutôt que require, il y a un bypass qui est relativement connu. Ça, c'est vraiment rien de nouveau. C'est de directement accéder, c'est un peu comme le double-du-bas import en Python. Vous pouvez faire global.process.mainModule.constructor.load. Et ce truc-là permet de la même manière, je veux child process. Et j'ai envie de faire un exec5 du coup de id .toString. Normalement, si je fais ça, je vais clairement avoir des problèmes de guillemets. T'as raison. Hop, un backtick. Paf. Donc là, j'arrive à exécuter une commande dans l'évaluateur de Xpreval. Bon, bah maintenant c'est parti pour le fun. J'ai à ma disposition un serveur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on peut faire de l'exécution de code arbitraire et qu'on a accès à un serveur? On fait ce qu'on appelle assez communément un reverse shell. Hop. Donc, nous allons d'un côté de la force, en ligne quelque part très loin, sur un serveur lointain dans une galaxie lointaine très lointaine, exécuter du coup la partie serveur d'un reverse shell. Donc ça, c'est quelque chose de très complexe. Vous faites ça, c'est bon. Du coup, maintenant, on va procéder à la partie client d'un reverse shell. Là, c'est un peu plus complexe parce qu'on pourrait juste netcat et mettre binsh dedans, mais ça implique d'avoir un netcat. Et le problème, c'est que je ne suis pas sûr que le serveur qui hoste le bot de comptage ait netcat d'installer. Par contre, Python, ça peut le faire. Du coup, on va faire un reverse shell en Python. Vous allez voir encore une fois, c'est très complexe. Je vais juste tester pour l'instant. Hop, là, on va faire vim refshell.py. Donc, il nous faut un client socket, ça ressemble à ça. Et plutôt que de juste envoyer un hello, on va prendre subprocess pour spawn un shell et OS pour faire des petits dupes 2. Le principe, c'est qu'on commence simplement par juste dupe notre stdin, stdout, stdr directement dans la socket. Hop. Donc ça en stdin, stdr, std8. Et ensuite, on call /bin/sh. Paf, /bin/sh. Tiré pour être interactif. Voilà, vous avez fait un ref shell côté client. Donc ici, si jamais je mets l'adresse IP de mon serveur distant, que je connais évidemment par cœur et que je ne suis pas du tout en train d'en copier sur une feuille, et j'ai mis sur 1, 2, 3, 4. Normalement, si jamais j'exécute ça, paf, oh, connexion reçue, j'ai un shell. Si je fais ls, paf. Donc ça veut dire que mon client, donc qui va bientôt être le bot du gars, va se connecter à mon serveur distant, et sur mon serveur distant, je peux exécuter n'importe quelle commande sur son serveur. Paf, donc ça c'est la théorie. Donc maintenant, comment je lui fais exécuter du Python? Du coup, pour ça, il faut télécharger la source de Python. Du coup, pour ça, il faut que le code source soit disponible quelque part. Ça, c'est pas très compliqué. Hop, nous avons un magnifique site qui s'appelle Pastbin. Bonjour, premier site de stockage de malware en ligne. Je vous le recommande énormément. On va prendre un autre truc, on va prendre, attention, 4, 5, 6, 7. Allez, dans 4, 5, 6, 5, parce que j'ai fait une typo et c'est très bien. Tac, est-ce qu'on a vraiment besoin de quelque chose? Comment on fait? Il n'y a pas un bouton qui soit public? Ah, c'est public par défaut. Magnifique. Create. Oh, je dois vérifier que je suis humain. Suis-je humain? Let's go! Je m'attendais à des applaudissements, j'avoue. Merci. Merci pour votre spontanéité. Donc, nous avons également maintenant un lien. Et du coup, la commande qu'on va tenter de leur faire exécuter, si vous avez bien suivi, tac 2, c'est qu'on va faire la même chose, sauf plutôt que de faire id, on va lui faire un petit wget ça.
ça pop quoi le nom du fichier, ça donne quoi? Vous voulez get ça. Ça fait un, bah, ça s'appelle juste ça évidemment. Tac, et puis Python 3. Pourquoi je ne sais plus? Ah oui, il y a eu un entre XC. Python 3, ceci. Avec un guillemot intro et un guillemot intro ici. Est-ce que ça a l'air pas mal ça? Bon, on peut tester. Hein. J'avais mis quoi 5... Vous vous souvenez du port que j'avais mis? J'avais mis quoi 5... 5 c'est un truc genre 4, 5, 6, 5, quoi, je crois que c'était ça. Il me semble que c'était ça. On va tester, hein. Mais du coup, ça veut dire qu'en théorie, si jamais il exécute ça, invalide syntaxe. Qu'est-ce que j'ai raté? Constructeur était... Il ment? Parce que j'ai mis Python. Oui, évidemment, je ne vais pas l'exécuter en Python. Paf, et là j'ai un shell. Ok, donc ça a l'air de marcher, le prototype semble être au point. Je ferme ça, je relance mon serveur, et cette fois-ci on va tester en conditions réelles. Donc, tac, cette chaîne-là, je vais juste la print pour pouvoir la copier plus facilement. Remarque, même pas, je vais juste pof. Normalement là je l'ai dans mon presse-papier. Ah, un détail près. Touc, 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 touc. Donc, behold, mon prochain nombre dans la suite logique. En tant que chômeur tout à fait normal, il est passé au Discord. Où est Discord? Discord? J'ai oublié Discord. Il est où? Il doit être là. Non? J'ai perdu Discord. J'ai perdu d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre problème. Ah, il est là, Discord. Il était en fond. Ok. Paf, il va aller là. Nickel. Tac, 2030, chômage. Bonjour, j'aimerais chômer de manière totalement normale. Oh, tiens, je me suis fait supprimer. C'est étonnant ça. Ça n'a peut-être pas marché. Pourquoi ça n'aurait pas marché? 4, 5, 6, 5. Quand j'avais testé là, ça avait l'air de marcher. Python 3, machin. J'investigue très rapidement. On va retester, hein. On va retester jusqu'à ce que ça marche. Ah tiens, oh, putain, j'ai laissé les guillemets à gauche à droite, c'est pour ça. J'ai laissé les guillemets à gauche et à droite. Oh là là, mince alors, je n'ai plus les permissions d'envoyer un message. Je me demande si je vais vraiment attendre. Alors, bien sûr, on peut voir les fonds d'écran. Nous avons du coup évidemment ce fond d'écran. Non, il faut juste que je... comment? Tac. Et tu vas dans 9. Nous avons la to-do list de Genève, par exemple, mais version cybersécurité. Nous avons Eric Gaillard, pour ceux qui ont des cours de réseau. Ça, c'est du pénal. Nous avons la sécurité grâce à la majeure SRS. Nous avons quoi? Nous avons l'art du code. C'est beau. Nous avons quoi? Nous avons la barre de Zeus qui te rappelle à quelle heure tu t'es couché le lendemain lorsque tu ouvres Zeus et que tu te rends compte que tu as regardé ton emploi du temps et que la barre de Zeus ne s'est pas mise à jour. Nous avons le Respo Ping. Merci au Respo Ping. Nous avons un souvenir de 3 confs auparavant. Nous avons une magnifique compilation de comment être un admin non documenté, qui est clairement ce qu'on essaie de faire. Je vous laisse là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs là-dedans. Je vais garder un œil quand même sur quand est-ce que je suis... Ah, c'est bon. Hop, je vais juste revoir le truc et j'ai laissé un guillemet à la fin, tout à fait. Tac, là ça paraît pas mal. Le message n'a pas été supprimé, c'est très bon signe. LS. Félicitations. Nous avons une RC sur la machine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh, un token Discord, dommage. Tac, 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 tac. Et du coup, maintenant, c'est le moment où le fun commence. Bonjour Respoping. Nous allons commencer à s'amuser. Nous lançons une machine virtuelle. Est-ce que la machine virtuelle marche? Oui, tout à fait. Attends, c'est rare ça. First try. Donc nous avons un token Discord. Donc à partir de là, quand on a un token Discord de bot, on peut grosso modo s'authentifier en tant que le bot pour faire des commandes de bot. Notez évidemment que les termes of service de Discord vous intéressent formellement d'utiliser quelconque client autre que Discord pour, par exemple, s'authentifier avec un token et voir le point de vue d'un bot. Ce qui est du coup évidemment pas ce que je vais faire. Donc, c'est quoi ça? Non. Tac.
Paf. Donc voilà, Discord bot client, qui est évidemment le client légitime de Discord. Est-ce que je peux vraiment commencer settings? Non, mais c'est là. Ah, quoi? What? Ah, mais c'est juste la taille de l'écran qui est monstrueux. Ok, non, juste scale, oui, j'avais oublié. View, scale. C'est scale. Paf, Discord bot client, qui est évidemment le nom du vrai client Discord et absolument pas d'un client qui n'est pas autorisé. Il est très hop, juste j'ai enregistré les commandes là parce que je me souviens pas par cœur. Tac, et parce que j'avais la flemme de copier-coller le token, il est là. Paf, donc voici un token. D'ailleurs, il est peut-être même déjà enregistré. Donc maintenant, vous utilisez le token pour vous authentifier dans un client Discord extrêmement légitime. Et bienvenue, vous êtes à présent le bot. Donc c'est le moment de voir toutes les conneries qu'on peut faire. Premièrement, quelles sont les permissions du bot? Déjà, on va voir server settings, où est-ce qu'on se situe dans le 2030. On regarde les rôles. Hop, tout ce qui est au-dessus, donc on est en dessous d'admin et de modo, on est au-dessus de tout le reste. Donc grosso modo, en termes de rôle, on est à peu près au niveau de modo. Vous vous souvenez de ce que faisait le bot? Le bot permet de supprimer nos messages, donc il a le droit de manager absolument tous les messages du serveur, nous enlever un rôle et nous créer un rôle qui était le rôle aveugle qui nous permettait d'être mute. Donc on a également permission sur tous les rôles qui sont en dessous de nous. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes ici, on va chercher du coup dans le 2030. Le salon chômage, il est où? Ici. Premièrement, voilà, déjà on commence par envoyer un petit 223 de la part du bot pour le taunt absolu. Et enfin, félicitations pour ta promotion en tant que staff Epita. Et voilà comment on sort du chômage et on obtient finalement un rôle après Epita. C'est bon, je suis employé. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pourquoi est-ce que la CVE n'est pas patch? C'est une feature. Non, alors plus sérieusement, le fait que la bibliothèque était vulnérable à la pollution de prototypes, etc., et au fait qu'on avait accès à des trucs qu'on n'est pas censé avoir accès, c'est connu depuis avant que la CVE apparaisse. Sauf que la bibliothèque, je crois qu'elle n'est pas maintenue depuis quelques années. Genre, si on regarde le dernier commit, il me semble qu'il y est il y a. Ah merde, c'est vrai que c'est OK. Tac, expreval. Si je regarde. Tac, bon, peu importe. Expreval. Est-ce que je peux revenir juste en arrière? Non, il y a la console qui fait chier. On revient en arrière. Expreval, voilà, dernier commit il y a 4 ans. Donc, le fait que ça ait été découvert il y a moins d'un an, ça fait que c'est pas patch. Par contre, pour remédier, il y a pas mal de forks qui existent, notamment, genre par exemple, expreval-fork, qui est aujourd'hui pas encore trouvé. Après, j'ai regardé les modifications que ça fait par rapport à cette bibliothèque et je ne garantirai pas que ce ne soit pas trouable. Oui? Allez, le micro. Ouais. Juste après, tu montrais, regardez, ça a été corrigé juste dans ce commit-là. Ouais. Alors pourquoi ça marchait toujours? Là, c'est un rollback du bot parce que typiquement la RCE aussi, il l'a corrigé entre temps. Juste pour le bien de la conférence, le bot a été rollback pour pouvoir remontrer ce qui s'est passé il y a 6 mois. J'en vois que j'ai pas trop cherché. Après, de ce que j'ai compris, dans les commits récents, il a remplacé l'évaluation des additions, etc., par un autre document. Genre là, actuellement, si on regarde dans la dernière version, il fait un call à localhost 2.8000. Et ce qui veut dire que du coup, il a juste un autre service qui est fait exprès pour évaluer des expressions mathématiques, et j'ai aucune idée de qui tourne derrière ça. Et j'ai un petit peu eu la flemme de tenter de brute force à l'arrache, voir s'il y avait des vulnérabilités dans un truc où je ne sais même pas ce qu'il utilisait. Mais peut-être qu'il y a encore des moyens de contourner, je ne sais point.
J'ai une question qui peut paraître stupide. Pourquoi est-ce que le bot est obligé de parser le texte en string et ne peut pas juste, avec une regex, savoir s'il y a des chiffres? Est-ce que c'est une limitation de JavaScript que je vois pas? Non, la réponse Ou, est que envoyer des expressions haha funny. Est-ce qu'on peut voir quelle a été la réaction? Je dois la voir. Je sais, je dois avoir un screen de ça qui était incroyable. Peut-être dans ce salon-là d'ailleurs, hein, si je cherche hop, mes premiers messages là-dedans. Hop, est-ce qu'on voit la let's go, ça doit être par là. Ah non, je sais, c'était derrière, la discussion avait tourné. Donc là, il y a le premier exploit qui était là. Tac. Ah, mais si, je sais exactement où. Parce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé poustouflant en chaîne de caractères à un moment. Exactement par là, et je sais que c'était pas loin en dessous. Ça, oui, j'ai oublié de passer un moment, juste la commande pour configurer le salon était accessible à tout le monde. Du coup, j'ai juste reconfiguré le salon pour dire que le nom de départ, c'était tout le temps 223. J'avais oublié de parler de ça. Eh bien non, mais tout simplement. C'est à lui que j'ai envoyé le screen. Mais alors, taf. Contient image. On va retrouver, hein. Le tac. Ah oui, il y en a des images. Ça expose beaucoup trop de trucs. Mais faut que j'envoie le screen du coucou.txt. Ah merde. Attendez, je vais retrouver la réaction. Je vais la retrouver. Ah, c'est le problème de parler trop avec les gens après. Aïe, aïe, aïe. Je vais finir par retrouver sa réaction, mais c'était en effet assez légendaire. Aïe, aïe, aïe. C'était quand? C'était en juin à peu près? Hop, je devrais y arriver. Ah, là, c'est là. Je suis dans la bonne temporalité. Normalement. Presque. Oui, il y a des zips qui sont passés. C'est une autre question en attendant, ouais, ce serait pas mal. J'ai une question. Est-ce Ouais. que tu as tenté d'injecter du code directement via la VM? Parce que du coup, tu avais accès à un shell. Est-ce que tu as tenté d'override les constructeurs? Parce que ça se fait en JavaScript d'override les constructeurs des objets. Ouais. Pour faire en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un envoie un message, tu aies un shell qui s'ouvre. Non, mais par contre, c'est vrai que la première exploit que j'ai utilisée n'était pas aussi straightforward que ça. C'est-à-dire que plutôt que de juste appeler le constructeur, genre de faire le getOwn descriptor et choper la valeur de ça, le premier prototype que j'ai fait, que j'ai envoyé la dernière fois, c'était vraiment une position de prototype dans le sens où je réécrivais le descripteur par-dessus le prototype de object, ce qui fait que derrière, n'importe quel objet qui existait avait le value de points constructeur du functor. Du coup, derrière, juste, je créais un objet et puis je accédais au truc de ça. Donc ça, c'était ma manière de faire, mais du coup, finalement, j'ai trouvé une chaîne un peu plus simple entre-temps pour la présentation. Ah, tiens, le payload, il est là. Du coup, juste, j'ai retrouvé ça. Mais du coup, pour l'anecdote de exactement comment ça s'est passé, j'avais envoyé le premier prototype de RCE, il n'est pas passé. Pourquoi? Parce que j'avais exécuté la commande Python, le script.py, et il se trouve que c'était pas Python, c'était Python 3. Et qu'il n'avait pas le Python is Python 3. Du coup, le premier a juste fait planter son bot, il n'a pas compris, il a redémarré. J'ai pu renvoyer le Python 3 après et j'ai pu avoir la RCE. Et la réaction exacte au moment de la RCE, c'est normalement approximativement exactement là. Ah non, ou alors le truc n'a pas été envoyé là. Dommage. Je vais le retrouver parce que j'ai le screenshot. Parce que je lui ai envoyé le payload, mais la réaction, je me souviens d'un genre un... Ah, voilà, trouvé, c'est bon, je l'ai. Nickel. Le premier truc que j'ai fait, c'est qu'évidemment, donc voilà, il a trouvé les logs au départ du fait que j'avais fait un Python et que ça n'a pas marché. Puis juste après, regarde, il y a un fichier coucou.txt.
Bru. Parce que j'avais laissé une petite trace après avoir du coup coupé le bot. Voilà. Donc ça, c'était la réaction exacte. Big up à Paul d'ailleurs, pour m'avoir assisté d'ailleurs pour la conférence et avoir, ne pas m'avoir détesté à jamais pour avoir fait ça. Et voilà, c'est une occasion instructive. Merci beaucoup.